Bonjour. Je voulais déjà commencer. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette introduction. C'était pas nécessaire. Je voulais remercier toute l'association LAFEX CNF INQUA, en fait, qui avait présenté ma candidature pour la médaille Shackleton de l'INQUA. Donc c'est grâce à vous, en fait, que j'ai eu cette médaille. Je suis bien contente. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de dynamique du climat du Quaternaire enregistré dans les carottes de glace polaire. Donc c'est un travail qui est collectif. J'aurais dû mettre en fait toute la communauté, au moins française, européenne, mais même internationale, des carottes de glace. Donc pour finir la journée, je vais faire quelque chose de très simple. J'espère pas trop. Ouais. Parce que c'est quand même la fin de la journée, donc c'est un peu dur. Donc je vais faire quelque chose de général sur les carottes de glace, comment on peut les utiliser, et puis j'espère que vous apprendrez quelque chose. Donc les carottes de glace polaires qui vont nous intéresser pendant cette conférence, elles vont être prises soit au Groenland, soit en Antarctique. Donc au Groenland, on a un taux d'accumulation relativement important, il neige plutôt beaucoup par an. Donc on va pouvoir remonter sur une épaisseur de 2,5 km à 3 km seulement jusqu'à 125 000 ou 150 000 ans, suivant les sites. Donc essentiellement en haut de la calotte groenlandaise. En Antarctique, on a des régions côtières sur lesquelles on a des taux d'accumulation très élevés, mais quand on va sur la partie qu'on appelle ici le plateau est-antarctique, on a beaucoup moins d'accumulation. Vous voyez, 2 cm équivalent glace par an, donc quasiment un désert, ce qui fait qu'on va pouvoir remonter très loin dans le temps avec à peu près la même épaisseur de glace, et on remonte actuellement jusqu'à 800 000 ans avant aujourd'hui, donc ça vous le savez tous, et on a un objectif, donc un nouveau projet qui démarre pour remonter jusqu'à 1,5 million d'années. Donc voilà, ça ressemble à une carotte de glace, mais bon, ça vous savez. L'exposé, ce dont je propose de discuter ce soir, c'est comment on date les carottes de glace, comment on reconstruit les températures du passé en Antarctique et au Groenland, juste pour vous donner un peu les incertitudes de ces courbes qu'on utilise tous en fait, comment on reconstruit les scénarios de concentration de gaz à effet de serre, et puis comment on peut lier les hautes latitudes, donc ces carottes polaires, et puis les basses latitudes qui souvent nous intéressent plus finalement que les régions polaires pour les régions polaires. Donc dater une carotte de glace, c'est quelque chose de difficile, enfin c'est difficile pour toutes les archives. Les carottes de glace n'échappent pas finalement à la règle, parce que les carottes de glace, donc on a l'effet de l'accumulation et on a en fait surtout l'effet de l'amincissement. Donc plus la glace s'enfonce sous son propre poids, plus elle va être amincie, déformée. On va avoir une influence de la fonte au niveau du socle rocheux, on va avoir influence de la topographie du socle rocheux, et donc c'est très difficile de prévoir finalement qu'à telle profondeur elle va avoir tel âge, même s'il y a des modèles assez sophistiqués qui sont développés pour trouver l'âge de la glace, puisqu'on va avoir une grande dépendance des conditions aux limites. Donc c'est pourquoi on ne peut pas se reposer uniquement sur des modèles d'écoulement de la glace, et on a besoin de contraintes autres. Donc une contrainte qui marche très bien et sur lesquelles il n'y a pas trop de discussion, c'est faire le comptage en utilisant différents traceurs des couches annuelles. Donc ça marche bien notamment au Groenland, puisqu'on a un taux d'accumulation assez important, donc on peut vraiment voir les cycles annuels, soit dans la composition chimique, soit dans les isotopes de l'eau que vous voyez ici, mais évidemment ça a une limite, puisque plus on va aller en profondeur, moins on va pouvoir discerner les cycles annuels. Donc actuellement, on ne peut faire du comptage de couches annuelles que jusqu'à 30 000 ans en Antarctique, sur la carotte Weiss en Antarctique de l'Ouest, et jusqu'à 60 000 ans au Groenland, sur les différentes carottes qui ont été forées. Alors, quand on veut remonter jusqu'à 800 000 ans d'archives climatiques, on a donc besoin de développer d'autres traceurs de datation. Et je vous en présente quelques-uns ici. Donc, le premier, c'est l'utilisation de traceurs orbitaux. Donc, le rapport oxygène sur azote dans les bulles d'air, le delta O18 de l'oxygène atmosphérique, là aussi dans les bulles d'air, et la teneur en air.
Le deuxième, c'est l'utilisation des isotopes cosmogéniques, le dégazage de l'argon 40 dans l'atmosphère et le krypton 81. Donc, pour la première application, l'utilisation des traceurs orbitaux. Donc, demain matin, nous aurons une présentation de Thomas Extier, juste à 8h30, qui nous en dira plus, mais je vais l'introduire rapidement ici. Donc, initialement, comme pour les sédiments marins, il y avait cette tentation de faire une datation orbitale, c'est-à-dire de faire un parallèle entre les variations climatiques enregistrées dans les isotopes, donc les isotopes des foraminifères, soit les isotopes de l'eau, de la glace dans les carottes de glace, et d'aligner ça avec les courbes d'insolation. Donc on sait que ce n'est pas très satisfaisant. Donc d'autres traceurs ont été développés dans les carottes de glace, basés plus sur une étude de mécanisme et une étude de processus pour vraiment comprendre quel est le lien entre le forçage orbital et le proxy, le traceur qu'on regarde. Donc en particulier pour le rapport oxygène sur azote et la teneur en air, donc demain Thomas parlera du delta O18 2O2, on a en fait une influence directe de l'insolation locale qui va en fait influencer le métamorphisme de la neige en surface, et ensuite ce métamorphisme de la neige en surface il est gardé en fait en mémoire tout le long de la densification de cette neige jusqu'au moment où la neige va se densifier suffisamment pour piéger les bulles d'air et donc ainsi influencer le rapport oxygène sur azote et la teneur en air qui va rester archivé dans ces bulles d'air. Donc c'est basé là-dessus l'utilisation de ces deux traceurs. Ensuite, on a l'utilisation d'isotopes cosmogéniques, donc on en a déjà entendu parler, notamment cet après-midi. Donc dans les carottes de glace, on mesure en continu le flux de beryllium 10, que vous voyez ici, et on va le relier en fait aux variations du champ magnétique, puisque l'arrivée de beryllium 10 va être modulée par l'activité magnétique. Donc on a effectivement sur la carotte de Domsé, au fond, donc autour de 800 000 ans, on a un enregistrement de l'inversion du Bruns-Matuyama avec des erreurs évidemment associées dont Sébastien pourrait nous parler. Une troisième méthode, c'est l'utilisation de l'augmentation de la concentration atmosphérique de l'argon 40 dans l'atmosphère, juste par origine de la croûte et du manteau. Donc le potassium devient de l'argon 40 et on va avoir donc une augmentation. Donc là, c'est il y a 800 000 ans et là, c'est aujourd'hui, du delta argon 40 dans l'atmosphère. Et ça peut être utilisé aussi pour avoir des points de datation pour les carottes de glace. Avec, comme vous le voyez ici, une assez grande incertitude associée qui peut être notamment associée à la qualité de la glace. Et puis pour terminer, mais il y a d'autres méthodes qui sont explorées, je voulais juste parler aussi de l'utilisation des isotopes, du krypton 81. Donc ça, c'est une méthode extrêmement lourde à mettre en œuvre. Donc il n'y a pas de laboratoire en France qui fait ça, par exemple. Mais on a une demi-vie de 230 000 ans. Si on a assez de glace, parce qu'il faut actuellement 10 kg de glace pour faire une date de krypton 81, on peut avoir des résultats assez intéressants. Ça a été validé sur une carotte antarctique, la carotte de Talos. Et là, tout récemment, on vient d'avoir des résultats, donc fait en collaboration avec l'université de Hefei en Chine, sur le fond de la carotte de Vostok, qui suggère des âges très importants. Vous voyez, plus de 800 000 ans, comparé aux 400 000 ans qu'on avait quelques centaines de mètres au-dessus. Donc ça, c'est de la glace qui n'avait pas encore été analysée. Et ça semble cohérent avec d'autres estimations basées sur l'observation des clatrates, notamment dans cette glace-là. Donc pour résumer, ici, vous avez des enregistrements isotopiques de différentes carottes de glace sur différentes échelles d'âge. Donc en bas, vous voyez la carotte de Domsé en Antarctique de l'Est qui couvre les 800 000 dernières années. Donc en bleu, l'enregistrement isotopique. Ici, Vostok. Ici, une carotte encore en Antarctique. Epicadroning-Maudland, Tal d'Ice aussi sur le bord du plateau antarctique. Et ici, la carotte du Groenland North Grip. Et je veux ici juste attirer votre attention sur la courbe rouge, dont l'échelle est ici à droite, qui montre en fait l'erreur associée à la datation des carottes de glace, prenant en compte les différentes contraintes qu'on vient de voir précédemment.
plusieurs milliers d'années largement. On a aussi plus de 4000 ans quand on est ici au niveau du stade 11, parce que les contraintes de datation orbitale sont en fait très faibles. Alors, le deuxième volet de ma présentation, c'était vous montrer comment on reconstruit la température, donc vraiment la température locale en Antarctique et au Groenland, à partir des carottes de glace. Donc la méthode classique, vous connaissez, on utilise les isotopes de l'eau. Donc, schéma, c'est très simple. Donc la composition isotopique de l'eau, donc la composition isotopique ensuite de la glace quand on arrive sur les régions polaires dépend de tout ce qui s'est passé dans le cycle hydrologique, depuis l'évaporation, toute l'histoire de la masse d'air, donc toute la condensation des nuages en allant des basses vers les hautes latitudes, et puis de la précipitation. Et donc plus on va distiller notre masse d'air, plus on va avoir un delta O18 bas. Donc le lien entre température et delta O18 de la glace n'est pas direct. Il dépend en fait de l'intensité de la distillation, ce qui fait qu'il n'est pas simple d'avoir une correspondance entre température et delta O18. Donc ça, c'est un travail, je voudrais dire, un travail de fond. Quand on travaille sur les carottes de glace, c'est vraiment quel est le lien entre la température et le delta O18 quand on veut faire des choses vraiment quantifiées. Donc ça, c'est vraiment les premières choses qui ont été faites, mais qui sont encore d'actualité. Donc à partir de beaucoup de mesures en surface, donc on va faire différents transects en Antarctique ou au Groenland. Là, vous voyez, il y a plein de petits points, plein de petits transects qui ont été faits à plein d'endroits entre la côte et le plateau, où on va forer... chaque soir, tous les 10 km, on va forer en fait quelques mètres de neige, mélanger la neige, mesurer la composition isotopique et en même temps mesurer avec un thermomètre, donc enfoncé à plusieurs mètres, la température moyenne. Et puis on en tire le lien entre delta O18 ou delta D et la température. Et ces courbes sont utilisées de façon régulière en fait pour traduire les variations de delta O18 avec la profondeur en température. Et on voit bien sûr que là derrière il y a une hypothèse qui est très forte, ce qui fait qu'on essaye vraiment de vérifier si cette hypothèse est correcte. Donc une des manières de vérifier que cette hypothèse est correcte, c'est vraiment d'aller vers les processus. Donc là j'ai pas envie de trop vous embêter sur les processus, même si je passe beaucoup de temps à faire ça tous les jours. Mais je vous montre juste un exemple de ce qu'on peut faire, de ce qu'on fait sur le terrain. Donc typiquement sur le terrain, on essaye vraiment d'étudier le continuum entre ce qui se passe dans la vapeur d'eau atmosphérique, dans les précipitations, dans la neige de surface, dans la neige de subsurface et de plus en plus en profondeur pour vraiment comprendre la fonction de transfert entre la température et la composition isotopique qui va être archivée dans la glace. Et on essaye de faire ça au Groenland et en Antarctique. D'ailleurs, on le fait. Donc là, vous avez un exemple notamment de ce qu'on a mis en place récemment en Antarctique, sur le site donc, de Domsé, où on remonte jusqu'à 800 000 ans d'archives climatiques. Donc c'est vraiment très important de caractériser vraiment ce continuum, toute cette fonction de transfert sur le site de Domsé si on veut interpréter correctement ces carottes de glace. Donc là, en rouge, vous avez la courbe de température. Les croix bleues que vous voyez ici, donc bleu foncé plutôt, ce sont les variations de delta O18 des précipitations à chaque fois qu'il a neigé. Vous avez les quantités de précipitations indiquées ici en noir. Et puis en bleu clair, donc je pense qu'en haut vous ne voyez rien du tout, vous avez en fait des variations de la composition isotopique de la neige de surface, de la couche de neige de surface, donc tout ça pendant un an. Et maintenant, on est en train de rajouter la vapeur. Et donc, vous voyez qu'en fait, au premier ordre, on a très clairement une correspondance entre les variations de température, les variations de delta O18 des précipitations et les variations de delta O18 de la neige de surface, même pendant des périodes en fait, où il ne neige pas, c'est-à-dire qu'on a des variations de température qui vont être enregistrées dans des variations de delta O18 de neige de surface, même sans l'effet de la précipitation, ce qui déjà montre que le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure n'était pas forcément très correct. Le problème qu'on a ensuite, c'est vraiment la pente entre isotope et température qui va varier très fortement entre les différents systèmes. Donc sur le transect que je vous ai présenté précédemment, on avait une pente de 0,75 pour 1000 par degré.
Si je regarde les précipitations, j'ai une pente beaucoup plus faible, donc j'ai seulement le delta O18 qui va varier de 0,5 pour 1000 par degré. Et si je regarde la neige de surface, qui va donc ensuite être archivée, on a seulement une pente de 0,15 pour 1000 par degré. Ce qui montre bien qu'on a une très grande incertitude sur comment on reconstruit les variations de température à partir des variations de delta O18. Par conséquent, d'autres méthodes ont été développées pour mieux reconstruire la température du passé, sachant qu'elles ne vont pas s'appliquer partout, donc on a toujours besoin de nos isotopes de l'eau. Alors, une première méthode qui est utilisée, c'est de mesurer la température directement dans le trou de forage, que vous voyez ici. Donc, une fois qu'on a foré la carotte de glace, en général, on maintient le trou, enfin toujours, on maintient le trou ouvert avec un fluide de forage, donc pour vraiment empêcher que le trou se referme avant la saison prochaine. Et on fait ensuite descendre une sonde de température, que vous voyez ici, dans le trou de forage pour mesurer le profil de température. Et ensuite, il y a tout un travail d'inversion du profil de température pour le transformer en la variation de température qu'a subi la calotte de glace dans le passé. Donc ça va marcher pas mal sur les derniers 50 ans parce qu'on n'a pas eu une énorme diffusion. Donc là, vous avez un résultat qui montre pour le Groenland, donc c'est la courbe noire, la reconstruction de température au centre du Groenland depuis 1950. Donc vous voyez qu'on a très clairement ici un réchauffement qui est enregistré depuis les années 90. Donc ça, c'est vraiment une première reconstruction directe. À comparer avec les courbes que vous voyez autour, ce sont des réanalyses, donc issues d'extrapolation de modèles à partir de stations météo sur la côte. Donc ça marche bien pour les derniers 50 ans. Ça marche bien aussi si on regarde l'amplitude de la dernière déglaciation, donc le changement de température moyen entre le dernier maximum glaciaire il y a 21 000 ans et l'actuel, mais ça ne va pas marcher du tout pour des variations climatiques de plus petite échelle de temps, puisque tout le signal aura été diffusé. Donc ça ne suffit pas. Donc une autre méthode qui a été développée, c'est aussi de mesurer, de faire des mesures isotopiques dans les bulles d'air piégées dans la glace. Donc là, vous voyez les petites bulles d'air qui sont en train de fondre sur l'image. Et ça va être adapté pour reconstruire l'amplitude des changements de température abruptes. Donc quand on a plusieurs degrés en une centaine d'années, comme ce qu'on a lors des événements de Dansgaard-Ogier au Groenland. Donc on utilise ça, et on utilise aussi des modèles de circulation générale qui sont équipés des isotopes de l'eau pour essayer d'avancer là-dessus. Donc je vais vous montrer quelques applications de ces reconstructions de température sur la variabilité glaciaire-interglaciaire. D'abord sur le plateau Est-Antarctique, donc sur cette station de Domsée, que vous voyez ici avec la petite étoile. Donc là, vous avez la courbe donc, des 800 000 dernières années que vous connaissez, avec qu'on peut traduire directement en termes de température à partir de la pente de 0,75 pour 1000 par degré qu'on a vu tout à l'heure. Ici, vous avez les variations de niveau des mers. Mais en fait, ce qui a été démontré à l'aide d'une compilation de plusieurs carottes de glace en Antarctique de l'Est et de modèles de circulation générale du climat équipés des isotopes de l'eau, c'est qu'en fait, la relation, donc vous voyez ici en rouge, entre isotopes de l'eau et température qu'on utilise classiquement et qui est tirée de notre transect en Antarctique, n'est pas du tout valable pour reconstruire l'amplitude du changement de température pour des périodes plus chaudes que l'actuelle, comme par exemple lors du stade isotopique marin 5 ou du stade 11. Et là, on doit prendre une pente, vous voyez, qui est beaucoup plus faible, ce qui fait qu'en fait, le changement de température est beaucoup plus fort que celui qui est estimé à partir des isotopes de l'eau. Donc vous voyez ici, en fait, là, on a un changement de quelques degrés, et d'après ce qui est montré ici, on devrait avoir un changement de température qui va jusqu'à presque 10 degrés. Alors, maintenant, on va aller plutôt au Groenland. Donc, on va aller au Groenland, on va regarder ces deux sites-là, les sites de NEM et de Northrop. Donc, donc, je vais me concentrer encore une fois sur les périodes plus chaudes que l'actuelle, donc notamment la dernière période interglaciaire qui a eu lieu il y a environ 120 000 ans avant aujourd'hui.
Donc ça a été très difficile de trouver au Groenland de la glace qui correspond à la dernière période interglaciaire. Avec la carotte de Northgrip, c'était assez joli puisqu'on était remonté, donc là vous voyez c'est notre période interglaciaire actuelle, l'Holocène, là on a la dernière période glaciaire avec tous ces enregistrements d'événements de Dansgaard très abrupts, et puis au fond de la carotte, donc un peu plus de 3 km, on avait des valeurs de delta O18 assez élevées qui montrent bien qu'on avait ici la dernière période, la fin de la dernière période interglaciaire. Mais on n'avait sans doute pas le maximum. Donc il y a eu d'autres forages de fait, notamment le forage de Nîmes, encore au Groenland. Et cette fois-ci, on voit bien sur la partie profonde qu'on a effectivement plusieurs centaines de mètres de glace, avec un delta O18 très clairement plus élevé que ce qu'on a à l'actuel. Mais en revanche, vous voyez que ici le signal isotopique est très différent de celui qu'on a à Northgrip. Et là, vous voyez sur l'image ici, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu un mélange de glace assez important. Ça, c'est assez fréquent sur les bas de carottes de glace, sur les plusieurs centaines de mètres au fond des carottes de glace, qui fait que c'était assez difficile de reconstruire la stratigraphie du dernier interglaciaire. Bon, malgré tout, je vous passe les détails, on peut faire le puzzle et on peut reconstruire la stratigraphie au moins du dernier interglaciaire et faire des mesures pour reconstruire l'amplitude du changement de température entre la dernière période interglaciaire et l'actuelle. Donc, en fait, le changement de température qui a été initialement reconstruit à partir du papier Nîmes 2013 est assez important, en fait, de l'ordre de 8 degrés plus chaud que ce qu'on a à l'actuel, ce qui est un vrai problème, parce qu'on sait qu'on avait encore quand même pas mal de glace au Groenland, donc il y a un vrai problème de comment expliquer qu'on ait plus 8 degrés et encore beaucoup de glace au Groenland. Après, j'ai refait une étude en utilisant justement les mesures d'azote 15, d'argon 40, des choses comme ça. Et je suis désolée, pourtant je voulais arriver à moins de 8 degrés, je n'ai pas réussi. Et la chose qu'on montre aussi à partir de cette étude, c'est que quand même il y a une partie importante, donc là je ne vais pas vous passer l'interprétation du proxy de delta N15, mais en tout cas on a pu mettre en évidence à partir de ces mesures qu'il y a eu quand même une fonte très importante de la surface de la calotte du Groenland à cette époque-là. Et ça se voit aussi ici par des pics de méthane qui ne représentent pas du tout la composition atmosphérique globale. Donc il y a vraiment eu des conditions extrêmement chaudes pendant la dernière période interglaciaire au Groenland. On a des couches de fonte très, très, très fortes et très clairement, on n'arrive pas à descendre en dessous des plus 8 degrés par rapport à l'actuel. Bon, en revanche, là je vais peut-être un peu au-delà de ce qui a été publié, je pense que la chose qui peut être discutable, c'est l'élévation qui a été faite, à partir de mesures de teneur en air dans les bulles d'air. On peut reconstruire la pression atmosphérique qu'il y avait à l'époque. Et on suggère qu'en fait, on était à une élévation qui était assez comparable à ce qu'on a, enfin, on n'avait pas un changement si énorme que ça, ce qui pose un problème pour les modèles. Mais bon, je pense que par contre, ces interprétations de mesures de teneur en air mériteraient peut-être d'être revues. Donc peut-être qu'en fait, l'élévation, il y avait clairement de la glace au Groenland, mais peut-être que la calotte était quand même très significativement plus basse que ce qu'on a actuellement, ce qui a été reconstruit. Alors, maintenant, je vais passer à la variabilité millénaire de la dernière période glaciaire. Donc, on va quitter donc cette période interglaciaire. On va plutôt aller ici sur la variabilité, sur cette variabilité millénaire. Donc là, vous avez un zoom du dernier cycle climatique dans la carotte ici de Northgrip au Groenland, avec donc ces successions d'événements de Dansgaard numérotés donc de 1 à 25. Et en bas, vous avez mis sur une échelle de temps commune les variations de delta O18, donc au moins de façon qualitative, des variations de température sur une carotte antarctique. Ici, c'est la carotte d'Epica Droning-Maudland, qui est en fait sur le bassin atlantique de l'Antarctique, donc
quelque part en face de la carotte de Northgrip. Donc là, c'est juste une introduction. Donc vous voyez que pour chaque événement de Dansgaard-Ogiger au Groenland, on a une contrepartie en Antarctique, donc on appelle Antarctic Isotopic Maximum, donc AIM4, enfin 1, 2, 3, 4, enfin, on les a tous aussi enregistrés en Antarctique. Là, c'est pour juste vous donner l'amplitude des changements de température des événements de Dansgaard-Ogiger. Donc en bleu, vous avez l'amplitude des événements tels qu'on les reconstruit à partir de la relation delta O18 température tirée des mesures sur les transects. Et en rouge, telle qu'on la reconstruit à partir des isotopes de l'air et confirmée par les mesures de température dans le trou de forage, au moins sur la dernière déglaciation. Donc vous voyez qu'on a des amplitudes fortes de changement de température qui vont de 10 à 16 degrés. Alors, maintenant, revenons sur la correspondance entre la variabilité climatique enregistrée au Groenland et la variabilité climatique enregistrée en Antarctique. Donc là, vous avez en fait un stack qui a été fait de la température antarctique et de la température du Groenland. Et donc tous les enregistrements disponibles ont été mis ensemble sur une même échelle de temps. Et vous voyez qu'on a très clairement des choses qui ne sont pas synchrones entre les variations de température en Antarctique et au Groenland, qui peuvent être schématisées de la façon suivante et pour lesquelles on a proposé le mécanisme, ça a été proposé par Broecker et d'autres, donc le mécanisme de bascule bipolaire qui fait qu'on a une sorte de, grâce à la circulation océanique, on peut avoir une sorte de bascule en fait de chaleur, avec un réservoir de chaleur dans l'hémisphère sud, ce qui fait que quand on va avoir un réchauffement abrupt au nord, au Groenland, on doit avoir un refroidissement au sud et puis vice-versa. Donc ça peut être exprimé de façon très simple en fait, avec ici cette petite équation différentielle. En fait, les choses, ça semble marcher effectivement au premier ordre, avec cette correspondance Groenland-Antarctique, mais si on regarde de façon un peu plus fine, on voit qu'il y a une variabilité millénaire qui est un peu plus compliquée que cela, et que je vais essayer de détailler un petit peu plus maintenant. Donc là, je vais vous montrer une synchronisation extrêmement précise de différents enregistrements en Antarctique. Donc sur la carotte ici de Weiss, il y a Domsee, Vostok et Dronning-Maudland. Vous les avez toutes ici. Et grâce à des mesures notamment de beryllium-10, il a été possible autour de l'événement du Lachan de synchroniser de façon très précise ces différentes carottes de glace. Donc je vais directement passer au zoom. Donc en haut, vous avez l'enregistrement de delta O18 de la carotte de Northgrip avec ici l'augmentation abrupte de température pour l'événement de Dansgaard-Ogiger 10. Donc vous avez marqué ici par le trait orange. Et puis ici, vous avez les enregistrements isotopiques pour d'autres carottes, pour les autres carottes de l'Antarctique. Et là, vous voyez que les choses sont très différentes d'une carotte à l'autre. Bon, j'accepte Vostok, pour lesquelles on n'a pas les données à haute résolution. Mais vous voyez que typiquement, on va avoir le pic de température en Antarctique qui peut être soit avant le réchauffement abrupt au Groenland, soit finalement après. En fait, on a plutôt une variabilité importante au niveau de ce qui se passe, en Antarctique, avec des décalages de plusieurs centaines d'années. En revanche, la seule chose qui paraît vraiment très très robuste et qui cette fois-ci nous dit quelque chose sur les mécanismes un peu plus précis que ce mécanisme de bascule bipolaire qu'on a vu au transparent précédent, c'est la chose suivante, c'est que même si le pic de température en Antarctique, donc on n'est pas très sûr de quand il arrive, il y a une chose qui est sûre, c'est que la diminution importante de température en Antarctique a toujours lieu, et ça c'est assez systématique pour les différents événements de Dansgaard-Ogiger et leurs correspondants Antarctique à isotopique maximum, environ 200 ans après l'augmentation rapide au Groenland. Donc ça, c'est un résultat qui raffine vraiment notre conception du mécanisme de bascule bipolaire. Alors,
Donc maintenant, je saute toujours de sujet, je vous aurai voilà, une vue générale de tout ce qu'on a sur les carottes de glace. Donc maintenant, je vais vous parler des variations de gaz à effet de serre, puisque les carottes de glace sont les seules archives qui permettent d'avoir un accès direct aux concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère du passé. Donc ça, cette courbe-là, bon, vous connaissez. Donc on a en parallèle aux variations de température en Antarctique, les variations de dioxyde de carbone et les variations de méthane. Et un des débats qui a beaucoup agité la communauté, qui agite en fait toujours encore, ça a été de savoir quel est l'enchaînement des événements. Est-ce que c'est la température qui change d'abord ou est-ce que c'est la concentration atmosphérique qui change d'abord? Alors, répondre à cette question, c'est quelque chose qui est très difficile à faire à partir des carottes de glace de façon directe, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les bulles d'air ne sont piégés qu'à seulement en fait 100 mètres de profondeur au moment où la neige se densifie suffisamment pour former de la glace et donc piéger les petites bulles d'air. On a donc un problème puisque quand on va analyser notre morceau de glace, on va avoir notre air qui est beaucoup plus jeune que la glace qui l'entoure, sur laquelle on va mesurer la température via le delta O18 de la glace. Donc on peut avoir des différences d'âge à chaque profondeur entre l'âge de la glace et l'âge du gaz, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'années, donc en fonction de l'accumulation de la neige. Donc, plus l'accumulation de neige est faible, c'est le cas notamment sur la carotte de Dôme C en Antarctique de l'Est, plus cette différence d'âge va être importante. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire sur la modélisation de comment se fait cette densification de la neige, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué, donc on a des incertitudes qui restent assez importantes, de l'ordre de 1000 ans. Donc il y a eu beaucoup de travail ces dernières années pour vraiment améliorer notre compréhension du déphasage entre les changements de température en Antarctique et les changements de concentration atmosphérique en dioxyde de carbone. Donc ça, c'était la situation il y a 15 ans. Donc il y avait des mesures de variation de gaz à effet de serre qui avaient été faites sur la carotte de Dôme C sur donc la dernière déglaciation. Donc, vous voyez l'augmentation là. Ici, vous avez le méthane. Et puis ici, vous avez le delta D. Et puis là, ça a été fait sur la terminaison 3, donc c'est-à-dire il y a environ 240 000 ans. Et les résultats à cette époque était qu'il y avait un décalage de 800 ans et qu'en fait la température en Antarctique, l'augmentation de la température en Antarctique précédait de 800 ans l'augmentation de la concentration atmosphérique en CO2. Donc ça, c'était la situation à l'époque. Donc depuis, il y a eu beaucoup de travail de fait, en particulier sur la dernière déglaciation, parce qu'on a pu avoir accès à beaucoup de carottes de glace côtières, donc avec un taux d'accumulation plus important, donc avec une erreur sur cette différence d'âge plus faible. Et là, en fait, on voit sur cette synthèse de différentes carottes qu'on a en fait un décalage qui est proche de 0 et que l'augmentation sur la dernière déglaciation de température en Antarctique et de CO2 est synchrone. Ça, c'était sur les carottes côtières. Et le même résultat était obtenu sur la carotte de Dôme C avec un démarrage donc, de l'augmentation, enfin, avec un démarrage du réchauffement en Antarctique et de l'augmentation de CO2 synchrone. Cependant, à la fin de la déglaciation, et on a observé la même chose sur la terminaison 2, donc l'avant-dernière déglaciation, on a quand même le niveau interglaciaire qui est atteint plusieurs centaines de milliers d'années avant pour la température par rapport au niveau du CO2. Donc là, mais on peut voir juste une dynamique différente quand même, parce que le CO2 a un temps de résidence différent. Voilà. Donc maintenant, je continue sur les gaz à effet de serre et je vais vous montrer les choses à plus petite échelle. Donc on va quitter les grandes transitions glaciaires, interglaciaires et regarder les variations au niveau de ces événements de Dansgaard-Oeschger ou Antarctique isotopique maximum. Donc là, vous avez les variations de méthane enregistrées sur le dernier cycle climatique en 2 tableaux et superposées aux variations de température.
dont je vous avais montré la reconstruction tout à l'heure. En fait, le méthane, vous voyez, au Groenland, le méthane, il montre des variations exactement en phase avec les variations de température au Groenland, avec une incertitude de l'ordre de 10 ans seulement. Maintenant, on peut regarder à encore plus fine échelle. Et en plus de voir donc, cette correspondance entre méthane, CO2 et delta O18 au Groenland, donc avec cette correspondance correcte entre différents Dansgaard-Oeschger, on va regarder à encore plus fine échelle, puisque au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts dans la communauté des carottes de glace pour produire des mesures en continu. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une mesure, on faisait des mesures ponctuelles de méthane ou de CO2, enfin ça on fait toujours, ou des isotopes de l'eau, par exemple un morceau tous les 50 cm. Il est maintenant possible de faire les mesures en continu et donc d'avoir une résolution centimétrique pour les variations de gaz à effet de serre. Donc là vous avez notamment une courbe qui a été obtenue par le groupe de Grenoble. Donc vous avez le détail ici sur l'événement de Dansgaard-Oeschger 8 et on voit apparaître des structures qu'on n'avait pas observées précédemment. Donc on retrouve sur le méthane ce pic principal qui est exactement en phase avec l'augmentation abrupte de température au Groenland, donc sur ce gros événement et aussi sur ce petit là. Mais vous voyez en plus ici, on a une augmentation significative de méthane qu'on a observé en fait depuis sur tous les événements de Heinrich de la dernière période glaciaire. Et de façon assez intéressante, si on regarde les variations de dioxyde de carbone, donc le dioxyde de carbone qui a un temps de résidence plus long dans l'atmosphère que le méthane, donc on s'attend à une dynamique plus lente, et bien lui aussi, vous voyez qu'il montre aussi une variation importante, donc de plus de 10 ppm, exactement en phase avec cette augmentation de méthane, alors qu'on ne voit pas grand-chose finalement sur la température au Groenland. Donc là encore, on voit qu'on a des choses très fines à regarder grâce à ces enregistrements en continu qu'on peut faire dans les carottes de glace. Alors pour terminer, je vais juste vous montrer comment on peut essayer de lier les hautes et les basses latitudes dans les carottes de glace et vous montrer un exemple sur la dernière déglaciation qui mélange variabilité orbitale et variabilité millénaire. Donc, je vous ai beaucoup montré pour l'instant ce qui était reconstruction de température polaire, mais on a aussi dans les carottes des glaces des traceurs des plus basses latitudes. Donc on en a plusieurs. Donc c'est toujours bien d'en avoir plusieurs parce que comme les proxys de tout le monde, il n'y en a aucun qui est parfait. Et là, je vais vous montrer comment on les combine et ce qu'on peut apprendre. Donc on peut, quelque chose qui a déjà été mentionné aujourd'hui, on peut regarder les différentes espèces chimiques, les aérosols qui sont dans les carottes de glace, donc notamment le calcium et le sodium, qui vont nous donner des informations sur les plus basses latitudes. Donc si on regarde notamment les carottes de glace au Groenland, le calcium dans les carottes de glace au Groenland, ça va nous donner des informations sur les variations dans les sources, donc liées notamment au désert des hautes latitudes, avec aussi une influence du transport. Le sodium va nous donner des indications sur, est relié en fait au sel marin, donc peut être relié parfois à l'étendue de la glace de mer, même s'il y a des choses un peu plus compliquées sur les régions côtières, notamment en Antarctique, mais je ne vais pas détailler. Le méthane, c'est aussi un traceur quelque part des basses latitudes, puisque en fait il est essentiellement émis par les régions, par les zones humides des basses latitudes, en particulier pendant la dernière période glaciaire, où on a peu d'émissions dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, ce qui n'est pas vrai dans les périodes interglaciaires. On a aussi des traceurs isotopiques du second ordre qui sont définis ici, donc l'excès en deutérium et l'excès en oxygène 17, qui nous donnent des informations directes sur le climat des sources d'évaporation océanique. Et puis, on va pouvoir utiliser aussi le delta O18 de l'oxygène, qui nous donne des informations sur le cycle hydrologique des basses latitudes, parce qu'il est directement relié en fait à la photosynthèse, qui utilise donc l'eau de pluie, l'eau du sol, des régions qui ont beaucoup de biosphère terrestre, donc plutôt les basses latitudes.
Voilà, donc je vous montre un exemple sur la dernière déglaciation. Et donc la dernière déglaciation, beaucoup d'études ont été faites dessus. On a quand même toujours des incertitudes quand on compare une archive à une autre de plusieurs centaines d'années. Donc là, l'intérêt, c'est de tout montrer vraiment sur une même archive et idéalement donc tout mesurer sur la même carotte de glace. Donc là, déjà, on a 2 carottes de glace quand même parce que je vous montre une du Groenland et une de l'Antarctique. Mais tout le reste va être du Groenland. Donc voilà, donc là vous avez la dernière déglaciation avec une phase froide au Groenland et seulement d'enregistrer très clairement donc le Böllingala-Röd, le Younger Dryas et ensuite le début de l'Holocène. Et puis en Antarctique, vous voyez que la déglaciation elle commence un peu avant 18 000 ans avec une phase de réchauffement interrompue ensuite ici au moment du Böllingala-Röd par ce qu'on appelle l'Antarctic Cold Reversal. Donc j'ajoute d'autres enregistrements. Donc j'ajoute ici un enregistrement récent de dioxyde de carbone, donc à très haute résolution, obtenu aussi en Antarctique d'ailleurs, sur la dernière déglaciation. Donc vous voyez qu'au premier ordre, ça suit vraiment la courbe antarctique, mais on a, comme on a vu tout à l'heure sur le Heinrich Stadial 4, une augmentation d'environ 10 ppm qui arrive ici de façon assez abrupte. Ici, j'ai rajouté le calcium, donc comme indicateur peut-être du climat, de l'environnement des latitudes moyennes à hautes. Donc vous voyez que le calcium montre quelque chose de très différent par rapport au delta O18 du Groenland, ce qui montre que voilà, dans le Groenland, on n'enregistre effectivement pas tout. Donc en particulier, vous voyez qu'on a une augmentation importante, donc l'échelle est inversée, de calcium au début du Heinrich 1 en fait, et ensuite on a donc cette diminution et puis la succession des différents événements enregistrés aussi au Groenland. J'ajoute maintenant l'excès en deutérium, donc mesuré aussi en continu sur la même carotte de glace ici du Groenland. Et donc de même, vous voyez que les choses, on retrouve des choses sur l'excès en deutérium, donc qui va nous donner des infos sur le climat source pour les précipitations au Groenland. On retrouve des choses communes sur l'excès en deutérium et sur le delta O18 du Groenland, en particulier le Böllingala-Röd, mais on a aussi une information en plus, notamment ici on a une augmentation importante d'excès en deutérium alors qu'on ne voit absolument rien au Groenland et qui suggère ici donc une augmentation de la température des régions d'évaporation. Pour confirmer ce qu'on observe avec l'excès en deutérium, on a fait aussi des mesures d'excès en oxygène 17, puisque ça permet de... Bon, bref. Ce proxy n'étant pas parfait, celui-là non plus, mais quand les deux ensemble montrent la même chose, c'est totalement rassurant et qui confirme effectivement ce signal qu'on observe à environ 16 000 ans avant aujourd'hui. Puis ensuite, on retrouve la même dynamique commune que ce qu'on a au Groenland. Je vous ajoute le méthane. Le méthane montre lui aussi ce pic très clair ici à 16 000 ans. Et puis, on retrouve la même chose aussi sur le delta O18 atmosphérique. Voilà. Donc, à partir de tous ces traceurs qu'on a dans les carottes de glace, vous voyez qu'on arrive à avoir une séquence, à découpler en fait ce qui se passe aux hautes latitudes et aux basses latitudes, puisque aux hautes latitudes, donc au Groenland, on ne voit absolument pas de changement pendant toute cette phase LGM Heinrich 1, alors que avec les traceurs des plus basses latitudes, on voit dessiner une séquence avec une chronologie très précise. Donc on voit le démarrage très clair du Heinrich 1, ici un événement important à 16 000 ans, et puis ensuite donc, le Younger Dryas. Donc ces variations à 16 000 ans qu'on enregistre dans les carottes de glace, on les enregistre aussi dans d'autres archives. Donc notamment ici, vous avez un enregistrement du delta O18 de la calcite en Chine qui montre le démarrage d'un weak monsoon intervalle exactement à 16 000 ans, donc là où on enregistre toutes nos variations des traceurs de basse latitude dans les carottes de glace. Et puis c'est aussi la période où on a une transition importante au niveau
au niveau de l'Amérique du Nord, donc ce qui a été identifié comme la transition du Big Dry au Big Wet par Broker en 2012 pendant ce qu'il appelle le Mystery Interval. Donc on retrouve tout ça effectivement dans nos carottes de glace et puis on peut aussi suggérer un mécanisme puisqu'ici ces changements d'excès en oxygène 17 et d'excès en deutérium suggèrent que la deuxième phase serait plus chaude et avec une humidité relative aussi plus élevée au-dessus des régions d'évaporation. Voilà, donc là pour terminer, je voulais faire le lien aussi avec d'autres enregistrements, cette fois-ci marins, qui ont été faits dans l'Atlantique Nord, donc c'est pas du tout exhaustif, mais pour souligner encore ces deux phases sur l'événement de Heinrich 1 qu'on a bien mis en évidence grâce aux traceurs des basses latitudes dans les carottes de glace, avec en fait ici deux signaux IRD qui avaient été enregistrés, et puis il y a d'autres papiers plus récents qui montrent aussi la même chose, avec en fait la grosse décharge laurentide qui aurait lieu uniquement en fait à 16 000 ans. Et puis il y a un papier qui vient juste de sortir aussi la semaine dernière sur une carotte antarctique à Weiss et qui suggère que aussi pile à 16 000 ans, on va augmenter les téléconnexions entre ENSO et l'Antarctique, voilà, à cause d'un changement de topographie. Et je ne l'ai pas rajouté. Voilà, donc j'ai terminé. Je voulais juste vous donner quelques perspectives aussi qu'on a dans la communauté carotte de glace. Donc notamment, il y a un nouveau forage qui démarre au Groenland, le forage Disgrip. Donc là, le but, on ne va même pas essayer d'avoir accès à la dernière période interglaciaire. On sait que on n'y arrivera pas. En fait, là, le but est vraiment différent. Le forage, il est fait à un endroit où on a un écoulement très important de glace vers l'océan. Donc là, le but, c'est vraiment d'étudier la dynamique de la calotte et la vitesse à laquelle tout cela s'écoule et s'écoulait, notamment au cours de l'Holocène. Et puis, donc, je vous parlais de ce projet de forage en Antarctique qui aura sans doute lieu à quelques dizaines de kilomètres autour de Dôme C. Donc, il y a eu pas mal d'études faites à partir d'images radar pour voir quel était l'endroit où effectivement on avait de la glace de plus d'1,5 million qui n'était pas mélangée comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et un premier forage vient juste d'avoir lieu il y a un mois. Un forage juste de surface, juste 100-150 mètres, juste pour faire une première étude et avoir une estimation plus propre du taux d'accumulation notamment. Et puis, il y a beaucoup de programmes de surface en cours, notamment une traverse qui devrait avoir lieu entre le site de Dôme C et le pôle Sud. Voilà, je vous remercie. Merci Amel. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, j'ai plus qu'un micro, donc il va falloir que... Ouais. Alors, c'est l'incertitude. C'est l'incertitude à un sigma, toujours à un âge donné. Alors, attends, qu'est-ce que tu veux? Je vais la remettre. Je n'ai pas forcément compris. Oui? Bah oui. Enfin, parce que je sais pas trop ce que... Alors non, tu parles du comptage de couches. Alors, tu parles du maximum counting error dont on parle dans le comptage de couches, c'est ça? Alors voilà, donc j'ai directement, j'aurais dû. Alors en fait, justement, je n'ai pas pris Alors toute cette partie de maximum counting error n'est justement pas mise. Donc là, de façon extraordinaire, Northrop, l'erreur est 0.
Donc, parce que en fait, il fallait pas toucher à la datation GICC 05 quand on a fait cet exercice. Donc, on a mis que Northrop était tout bon. Donc, jusqu'ici, ne pas prendre, il faut pas prendre en compte l'erreur qui est donnée ici. En fait, il faut rajouter jusqu'à 60 000 ans, donc jusqu'au comptage de couches, il faut rajouter à cette erreur qu'on a dans toutes les carottes antarctiques, l'erreur en fait du maximum counting error. Mais à partir de 60 000 ans, c'est la vraie erreur. Voilà. Oui. Enfin, c'est la différence de température à ce site-là. Mais si ce site-là, il a baissé de 3 km, bon, c'est normal finalement qu'il soit plus chaud. Voilà. Bah alors, oui, on peut le faire. On peut le faire. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, comme j'ai dit, j'ai une confiance limitée sur cette reconstruction d'élévation. Donc, donc, je ne l'ai pas fait. Juste, voilà. Non, voilà, j'ai une confiance limitée là-dessus, hein, sur des changements de seulement quelques centaines de mètres. Donc là, j'ai juste fait la différence de température, mais qui peut effectivement, on peut s'y attendre si effectivement on a une baisse de l'élévation. Oui, oui, typiquement, oui, ça devient tout à fait raisonnable. Ça devient tout à fait raisonnable. Mais quand le papier est sorti, là, au début, le NEM 2013, il y avait quand même un vrai problème entre cette reconstruction de changement d'élévation très minime et ces changements de température énormes qui faisaient que les modèles, enfin, on n'arrivait pas à comprendre, en fait. Et donc, moi, franchement, j'ai essayé de diminuer le truc de température, genre, on n'y arrive pas. Donc, mais par contre, c'est vrai que les interprètes, voilà, il y a quelque chose à faire. Oui, c'est 400 mètres. Donc c'est pas énorme. Oui. Quel lien peut-on faire ou quel lien fais-tu entre événements de Henrich et puis les pics de calcium, donc pics de poussière, notamment pour le Henrich 1 où on voit qu'il y a vraiment un pic très localisé. Tu vas peut-être m'aider là, parce que moi je vois pas grand-chose. Je sais plus où c'est. Ouais, non, moi j'ai du mal à voir des choses. Là Ouais, c'est ça. Ben, moi, ce que je vois, mais tu vas peut-être voir autre chose, hein, c'est que, en fait, je les ai regardés au début juste pour voir si je retrouvais cet événement à 16 000 ans. Pour moi, je ne le retrouve pas, en fait. Je retrouve une diminution du calcium entre cette phase-là et cette phase-là. Par contre, on voit très clairement, effectivement, une augmentation du calcium qui correspond avec le démarrage du Heinrich 1 tel qu'il a été proposé initialement. Donc des débâcles peut-être plus du côté européen que du côté laurentide qui aurait lieu, elle, plus ici, quoi. C'est peut-être pas absurde, je ne sais pas si la source de calcium est plus côté européenne. Enfin, je sais pas. Ça dépend de la source. Si on admet que ça vient des déserts à beaucoup plus grande distance, c'est moins évident à comprendre. Bah après, est-ce qu'un changement de topographie, si on perd de la glace au niveau de calotte européenne, ça permet d'avoir un transport plus efficace vers le Groenland? Je ne sais pas. Ouais, mais je pense que le transport était plutôt, d'après ce que j'avais cru comprendre, dans l'autre sens, en fait. D'accord. Donc, à partir de l'ouest vers le Groenland. Ouais. Bon, on en reparlera. Je ne sais pas. C'est une bonne... Oui, alors j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Est-ce que dans vos calibrations sur delta Odyssey sur les températures, vous prenez en compte le changement de la composition isotopique de l'eau de mer entre glaciaire et interglaciaire? Oui. Ok. Et ça, c'est négligeable ou c'est vraiment... Non, ce n'est pas négligeable puisque tu vas avoir... alors,
Ben non, c'est pas négligeable du tout parce que ça va te faire de toute façon 1 pour 1000. Donc il faut que 1000. tu baisses ça artificiellement déjà de 1 pour 1000. Donc ça, de toute façon, on le prend. Oui, mais ça ne suffit pas à expliquer la différence qu'on a avec la mesure de température dans le trou de forage. Mais il faut le prendre, mais on le prend, ça, oui. D'accord. Et sinon, une deuxième, donc l'enrichment divisé en 2 sous-événements enrich, ça c'est connu depuis un peu longtemps, mais alors finalement, il y a quoi derrière? Parce que, est-ce que les données que vous montrez là nous aident à expliquer pourquoi il y a 2 enrich, pourquoi, entre guillemets, à un moment donné, c'est la Laurentide qui crache, et ensuite, plutôt, c'est la phéno-scandinave, si je me Je souviens ne mieux. pense pas qu'il nous aide à... Je n'aurais pas la prétention de dire qu'il nous aide à ça. Ok. Je pense que ce qui était déjà intéressant, c'est de vraiment montrer qu'on est capable de l'enregistrer dans les carottes de glace, alors qu'avec le Delta O18, on n'a rien du tout. Et là, on est capable donc d'avoir une chronologie vraiment propre de ces événements de Heinrich, ces différentes phases, en les rapportant en carottes de glace. Je trouve ça déjà, c'était bien. Et après, peut-être qu'on peut, à partir quand même de ces signaux des XS, 17 OXS, qui nous donnent des choses sur les conditions aussi en Atlantique Nord, des conditions climatiques des régions d'évaporation, on peut aussi apprendre des choses, faire le lien avec d'autres archives. Mais moi, c'est plus dans un cadre chronologique plutôt que sur le mécanisme. Vraiment mettre tout ensemble et après, en mettant tout ensemble, on peut apprendre des choses. Ouais, j'aurais une question notamment sur les Enrich où on voit bien, et même notamment sur le SGM, on voit bien que les variations du delta 18 sont extrêmement faibles, voire même quasiment inexistantes. Oui. On sait par contre qu'il y a des séries continentales qui montrent des choses à ce moment-là, donc on suppose que le signal de glace, s'il est fabuleux à l'échelle globale, il n'est pas parfait, entre guillemets. Donc il y a des histoires, si je ne dis pas de bêtises, d'isolation du site, ou alors de seuil qui serait atteint, que le signal, on n'arrive plus rien à enregistrer. Et ma question derrière ça, c'est si on sait que la saisonnalité est très importante à prendre en compte en paléoclim, qu'est-ce qu'enregistre en fait la glace à ce moment-là? Est-ce qu'elle enregistre rien? Est-ce qu'elle ne peut pas enregistrer? Ou est-ce qu'elle n'enregistre pas la bonne saison, entre guillemets? Enfin, quel est le poids du... C'est une bonne question. Donc, c'est une bonne question. Donc, très clairement, ça a été longtemps un problème sur les carottes de glace qu'on n'enregistrait pas les Heinrich. Donc, en particulier, les phases où on a des Heinrich ne sont pas plus bas que des stadiaires normaux. Donc, on se pose effectivement la question du seuil. On sait qu'il y a des effets importants de saisonnalité. Donc, très clairement, on n'a quasiment pas de précipitations en hiver, il semble, pendant les périodes glaciaires, contrairement à ce qu'on a à l'actuel, ce qui expliquerait aussi nos problèmes de thermomètre isotopique. Voilà, ceci dit, pour l'instant, on essaye un peu de faire des tests pour voir ce qui pourrait effectivement se passer pendant les Heinrich. Je n'ai pas de réponse définitive à donner maintenant, mais très clairement, la saisonnalité joue un rôle. Et très clairement, on sait qu'il y a aussi des effets de seuil importants. Enfin, on a des glaces de mer énormes autour, tout ça. Donc, voilà. Et la température qui est enregistrée, au final, c'est la température annuelle, d'été, d'hiver Alors, quand on va, donc là, on ne mesure pas bien la température avec ça. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser, enfin en tout cas pour les amplitudes, ici, on va utiliser donc les isotopes de l'air, et là, ça va être de la température annuelle au niveau du sol. Et pareil, quand on fait les mesures de température dans le trou de forage, bon là, c'est plus une température... c'est aussi une température moyenne, c'est la température moyenne de la calotte. Donc ça va être du moyenne. Par contre, effectivement, comme beaucoup de proxys, ce qui va être delta O18 de la glace, ça, on s'est affecté à fond par tous les effets de saisonnalité, c'est clair. Et c'est bien pour ça que toutes les études de processus ou de fonctions de transfert qu'on fait sur le terrain se visent aussi à déconvoluer cet effet. Tout à fait. Tu dis que tu corriges par rapport au delta O18 de la mer, donc il faut bien. Ah bah on l'a fait comme on peut. On l'a fait comme on peut. Après c'est vraiment sur un niveau moyen. Donc tout à l'heure on disait qu'on corrigeait par rapport au niveau de la mer. Donc ça c'est pour les variations globales. Et il est bien évident que de toute façon on ne reconstruit pas la température ici
pour les variations abruptes à partir du delta O18, puisqu'on va utiliser le delta N15, et donc là, on n'a pas besoin de faire des corrections, spéciales. Mais effectivement, on n'a pas de synchronisation, on n'en a pas de choses magiques pour faire la synchro avec le niveau des mains. Donc on prend les échelles, qui sont disponibles, et après on fait quand même des efforts de prendre en compte ces incertitudes pour voir comment ça nous change notre courbe et si ça a un impact pour une interprétation en termes de température, bien sûr. Mais non, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que peut-être de développer des fois des proxys plus basse latitude dans les carottes de glace pourrait peut-être nous permettre d'améliorer la synchronisation avec des carottes marines. Peut-être. Ou d'autres archives. C'est moi qui ai le micro, pas de chance. Hein. J'ai pas de questions. Il n'y a pas de questions dans la salle? C'est à propos de l'origine du CO2 et du méthane. Est-ce qu'on a des indicateurs sur les sources? Alors, on fait des mesures isotopiques sur le CO2 et le méthane, donc delta C13, surtout, et puis delta D du méthane. Donc, pour le méthane, c'est clair que c'est les zones, pas mal les zones inondées, en fait. Donc, on le voit bien sur la mesure de delta C13 et de delta D du méthane. Pour le CO2, donc il y a pas mal de mesures de C13 qui sont faites, mais tu peux dire quelque chose, Nathalie, peut-être? Donc il y a donc il y a aussi le C13 du CO2 qui est fait. Et là, l'interprétation pour moi, elle n'est pas encore complètement définitive, parce que le lien entre l'émission au niveau marin et puis quand même une possible source aussi terrestre, quoi. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Merci. Avec le C13 atmosphérique, on pense que le permafrost joue probablement un rôle, donc là les efforts sont en train de se porter vers le permafrost. En plus de l'océan. En plus de l'océan, bien sûr. On va prendre une dernière question, après je vais devoir couper court. Oui, tu as parlé d'interglaciaires plus chauds avec fusion de la glace. Oui. Donc s'il y a fusion, il y a un problème de destruction de l'archivage à ce moment-là. Oui, donc il y a des hiatus dans ces carottes. Oui. Et ils peuvent être importants. Alors moi, j'ai un grand mystère dans ma vie, c'est que j'ai travaillé sur tous les fonds de carottes du Groenland, et je n'ai jamais trouvé, par exemple, l'avant-dernière déglaciation, donc la terminaison 2, pour arriver à l'interglaciaire, alors que j'ai trouvé toujours de la glace du stade 6. Mais la transition elle-même, je n'en ai jamais trouvé, mais j'ai peut-être pas très bien cherché. Mais ça m'intrigue, ouais. Histoire de terminer cette conférence, bravo, je vous félicite, c'était vraiment très clair. C'est juste pour dire que pendant l'avant-dernier interglaciaire, le stade 5, il y avait des hippopotames dans la Tamise. Et à l'heure actuelle, on est un interglaciaire, mais que je sache, il n'y a plus d'hippopotames dans la Tamise. Donc peut-être ça peut expliquer, je ne sais pas, il y a une différence de 8 degrés. Est-ce que 8 degrés suffit à ce qu'il n'y ait plus d'hippopotames dans la Tamise? Question mark. Mais je laisse cette question ouverte à tout le monde parce que je pense que je n'ai aucune compétence en hippopotame dans la Tamise. Super, c'était super. Merci, je pense qu'on peut remercier Anaëlle.